très heureux de pouvoir un peu vous présenter cette approche des services écosystémiques. Alors, personnellement, moi, je viens du monde pur de la biodiversité extraordinaire. J'ai travaillé à la région Wallonne assez longtemps pour la mise en place de réserves naturelles, le développement de mesures de protection de la biodiversité, Natura 2000. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai vraiment changé de vision sur la biodiversité en me rendant compte qu'il était très difficile, en fait, de parler de biodiversité à des tas de propriétaires privés ou d'acteurs de la vie civile, dans la mesure où la biodiversité est toujours vue de manière négative. Or, la biodiversité, c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, peut assurer toute une série de rôles positifs qu'on a eu tendance à oublier et qui peut vraiment changer, si on change de perception, en fait, la biodiversité peut vraiment devenir une alliée intéressante pour le développement économique et social de la Wallonie et notamment des entreprises. On parle de diversité génétique avec la diversité des individus, la diversité spécifique avec la diversité des différentes espèces, la diversité paysagère avec la diversité des écosystèmes notamment. Donc quand on parle de biodiversité, on intègre tous ces différents niveaux qui sont en interaction, il y a des flux entre ces différents niveaux, de nombreuses interactions, et donc quand on parle diversité biologique, ce n'est pas uniquement le nombre d'espèces, ce sont des systèmes beaucoup plus complexes, des processus notamment, d'interaction entre ces différentes unités qui doivent être pris en compte. C'est cette diversité génétique des individus, des écosystèmes, qui permet en fait à la vie en général de s'adapter de manière continuelle à des conditions qui sont changeantes, le climat, mais aussi les activités humaines et les activités de gestion par exemple. Il faut bien se rendre compte que quand on parle de nature, ce n'est pas un monde rose, c'est une guerre permanente en fait. C'est une course continuelle des armements des différentes espèces l'une contre l'autre, et on est bien dans une logique un peu de compétition entre entreprises, hein, c'est un peu la même chose finalement. Alors pourquoi faut-il s'adapter? Parce qu'on a toute une série de problèmes climatiques notamment. On a été notamment confronté en Wallonie ici à des problèmes de sécheresse qui ont affecté les résineux. Ce n'est pas les épicéas sur cette photo, c'est une photo nord-américaine, mais c'est un peu la même chose qu'on peut observer dans nos forêts wallonnes. Et cette adaptation permanente est vraiment très utile parce que c'est elle qui va permettre de sélectionner les individus qui vont survivre et qui vont pouvoir s'adapter dans le futur à de nouvelles perturbations. Et donc, c'est pour ça que la diversité est aussi importante, c'est elle qui permet cette adaptation face aux perturbations. Et il y a eu un rapport il y a 2 ans maintenant de l'IPBES. L'IPBES, c'est une plateforme intergouvernementale qui est similaire à celle qui s'occupe du climat, le GIEC, et qui s'occupe, elle, de la biodiversité, donc ce qui rassemble des représentants des administrations, j'insiste bien, ce ne sont pas uniquement des scientifiques, ce sont des administrations qui définissent un peu les grands enjeux en termes d'actions à mettre en œuvre pour régler des problèmes globaux, et en l'occurrence, l'IPBES, c'est pour les problèmes de biodiversité. Ce rapport montre que sur la dizaine de millions d'espèces qu'on estime être présentes sur Terre, il y en a 2 millions à peine qui sont connus, plus d'1 million sont menacés d'extinction. On concerne 25% des vertébrés qui ont été étudiés, 40% des amphibiens, 20% de diminution de l'abondance moyenne des populations. Donc les stocks en termes d'individus diminuent. Il n'y a pas que le nombre d'espèces qui disparaît, mais il y a aussi les volumes d'individus qui disparaissent. On a 75% des habitats terrestres dégradés, 70% d'espèces invasives qui causent de nombreux problèmes et qui nous coûtent des milliards au niveau mondial et qui concernent tous les continents. Et on a aussi beaucoup d'animaux et de plantes qui sont impactés par le changement climatique. Et il faut garder en tête que toutes ces estimations scientifiques sont généralement optimistes, car on manque en fait de données historiques pour bien démontrer qu'il y a eu des régressions, puisque tous ces diagnostics, ces indicateurs doivent être basés sur des données véritables et vérifiées. Alors pourquoi est-ce que la biodiversité est un enjeu qui semble de plus en plus important? C'est quand on analyse les frontières que l'humanité ne peut pas dépasser, c'est un diagramme que Lucas connaît, puisque je l'ai revu dans la publication que vous avez réalisée. C'est un article très célèbre et qui sert au niveau européen, il vient d'être mis à jour en 2020, donc ça sert vraiment comme outil de prise
prise de conscience des enjeux. Si on identifie donc ici sur ce diagramme les 9 frontières que l'humanité ne peut pas dépasser, ça concerne les pollutions, l'ozone, la pollution atmosphérique avec les aérosols, l'acidification des océans, tous les flux biochimiques, la consommation d'eau, l'occupation du sol et les enjeux de biodiversité, ainsi que le changement climatique qui sature toute la communication environnementale depuis des années. En fait, si on essaye de voir dans quelle mesure on a dépassé ces frontières ou non pour ces 9 indicateurs majeurs, identifiés comme étant majeurs au niveau global. En termes de biodiversité, c'est le facteur le plus important, bien plus important que le climat qui se retrouve seulement ici en 4e position. Donc on a un enjeu climatique qui fait très fortement l'actualité, qui mobilise beaucoup de monde parce qu'on a des scientifiques qui sont très organisés. Mais en fait, les enjeux de biodiversité sont beaucoup plus importants que les enjeux climatiques. Ils sont généralement ignorés parce qu'en fait, le climat dépend de l'état de la biodiversité. C'est déjà à cause de la biodiversité, finalement, qu'on a des problèmes climatiques. Donc, ignorer la biodiversité en ne parlant que de crise climatique, ce serait une grosse erreur. Il faut d'abord parler biodiversité, finalement, avant les enjeux du climat. Pour parler un peu des enjeux de biodiversité et de services écosystémiques en Wallonie. Alors la Wallonie, en termes de biodiversité, a toute une série de joyaux tout à fait extraordinaires, que ce soit des habitats, des espèces particulières. Je ne vais pas trop m'attarder, mais ici vous avez toute une série d'espèces qu'on va retrouver dans les tourbières, dans les pelouses calcaires, dans des milieux très particuliers, dans des conditions écologiques très particulières. Quand on analyse le bilan de la situation, eh ce n'est pas un bilan évidemment favorable, surtout dans une région du monde où il y a une forte densité de population. On a 10% qui sont considérés comme éteintes et disparus de Wallonie depuis une trentaine d'années, 30% qui sont menacés. Et quand on regarde les états de conservation des différents milieux naturels, je ne vais pas trop m'attarder non plus, mais on voit une dominante de couleur rouge qui montre bien qu'on est dans des états de conservation assez défavorables. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette situation? En dehors des impacts, en Wallonie, on a en fait un très faible investissement dans les mesures de protection de la nature. Alors, est-ce que vous vous souvenez ce que vous faisiez le 19 mars 2018? Il y a un événement extraordinaire qui s'est passé, assez unique, en tout cas pour la vie d'un naturaliste. Personne n'a d'idée? Eh bien voilà, on a assisté à la mort en direct en fait, l'extinction en direct d'une espèce, le dernier rhinocéros blanc mâle du Nord, donc une espèce de rhinocéros qui vivait en Afrique, a disparu. Il restait 2 femelles, il en restait une. Il restait un mâle. Quel a été l'impact sur vos vies? J'imagine que l'impact a été nul, parce qu'en fait, les espèces rares, par définition, ça ne sert à rien. Parce qu'elles sont rares, elles n'ont aucun impact. Tous ces bilans biologiques que l'on fait sur la biodiversité extraordinaire, dans laquelle on montre qu'il y a une extinction d'espèces qui est relativement importante, en fait, ça nous impacte très peu. Mais par contre, on pourrait quand même les interpréter comme étant un signal d'alerte relativement important, parce que si on a ces espèces rares qui disparaissent, c'est parce que notamment, on a sans doute des impacts très importants sur la biodiversité que nous, on appelle la biodiversité ordinaire, la biodiversité du quotidien, celle qu'on va retrouver dans les zones de production agricole, dans les productions de prairies, les paysages intéressants dans lesquels on a envie de se promener, comme ici à Rochehaut, le paysage de Frahan, ou au bord des villes, les ceintures vertes qu'il y a au bord des villes, les zones périurbaines dans lesquelles la biodiversité assure de nombreux services. Et là, maintenant, on passe dans une vision un peu plus utilitaire de la biodiversité, et on peut se poser la question de son rôle. À quoi sert la biodiversité ? Alors, quand on parle de services écosystémiques, en fait, on va vraiment faire des liens entre la biosphère d'un côté et l'humanité de l'autre, en décrivant la biosphère en termes de biodiversité avec des structures et des processus biologiques qui vont générer un certain nombre de fonctions. Ces fonctions, je vais revenir dessus, sur ces concepts-là, ces fonctions vont permettre de réaliser un certain nombre de services, grâce d'ailleurs à l'activité humaine. On va essayer de potentialiser, production agricole, production forestière, par exemple. Ça va permettre au niveau du socio-système d'améliorer le bien-être humain en générant toute une série de bénéfices qui peuvent être évalués de manière monétaire ou non monétaire. Pour donner un exemple direct, la production de pommes, par exemple, pour avoir des pommes
Dans un écosystème, ben, on a besoin de pommiers, d'accord, de biodiversité déjà, mais on a aussi besoin de pollinisateurs, de services de pollinisation, donc la fonction de pollinisation, et donc de populations viables de pollinisateurs qui doivent pouvoir vivre toute l'année. Ils ne vont pas uniquement servir les 2-3 semaines où on fait la pollinisation des pommiers, par exemple. Ils doivent pouvoir vivre dans les écosystèmes toute l'année. Donc on a aussi besoin de paysages qui permettent d'accueillir ces pollinisateurs. De l'autre côté, ben, ça va nous donner toute une série de bénéfices au niveau alimentaire, le plaisir de déguster des pommes, hein, de boire du cidre, et le plaisir aussi culturel, hein, toutes les fêtes de la pomme qui sont associées à ces récoltes de pommes. Et ça va se générer des revenus, du travail et du rôle social de toutes les personnes qui vont pouvoir valoriser de manière économique ou sociale ces différents services. Alors, pour les fonctions, on va donc travailler en termes de biodiversité. La biodiversité va mobiliser différents cycles et va intervenir dans différents cycles principaux de la planète, de la biosphère, avec les cycles du carbone, les cycles de l'eau, les cycles du nutriment. Et la biodiversité va servir d'intermédiaire pour mobiliser ces différents cycles et assurer un certain nombre de fonctions. Alors, l'un des compartiments qu'on a très souvent tendance à oublier quand on parle d'écosystème, on regarde ce qu'il y a au-dessus de la Terre, mais en fait, la fabrique de la vie, comme le montre cette dia, c'est vraiment les sols. Les sols sont vraiment une composante essentielle qui va assurer le recyclage des nutriments, qui va assurer la production de carbone. Et par exemple, dans la forêt, on a autant de carbone dans la végétation, dans les arbres, que dans les sols. On a environ une centaine de tonnes par hectare de carbone dans la végétation, une centaine de tonnes de carbone dans les sols forestiers. Et cette biodiversité, ces sols, ce carbone est géré par toute une série de groupes d'espèces, des espèces ingénieurs, des broyeurs, des décomposeurs, qui assurent de cette manière-là le cycle du carbone. On a la même chose pour les cycles de l'eau et les cycles des nutriments. Donc, les sols sont vraiment très importants. Alors, sur base de ces fonctions, on va nous essayer de rassembler les services sous forme de 3 grandes catégories. On va appeler ça les services de production, pour tout ce qui est production de nourriture, de fibres, d'eau, d'énergie, les services de régulation qui vont intervenir sur le climat, contrôler les événements extrêmes, les événements de pollution, réguler les événements, la qualité de l'environnement et assurer toute une série de processus biologiques, et puis les services culturels, où là on est dans les interactions, on va essayer de mesurer tous les bénéfices qu'on retire des interactions entre l'homme et la biosphère. Je vais aller un peu plus en détail dans ces services. On a actuellement environ 60 services qui sont identifiés. Il y a un portail Internet qu'on développe depuis plusieurs années maintenant et qui est remis à jour maintenant un peu plus régulièrement grâce à une convention de recherche avec la région Wallonne qui s'appelle la plateforme Wallace, donc pour Ecosystem Services, en Wallonie. Dans les services de production, il y a tous les services de nourriture, je ne vais pas trop m'attarder, hein, c'est relativement évident. On oublie aussi que la biodiversité est à l'origine de pas mal de production de matériaux, que ce soit le bois, des fibres alimentaires éventuellement. On peut aussi contribuer de manière très importante à la production d'énergie, avec les fumiers, la production de biocarburants, le bois évidemment, la mobilisation du lisier pour faire des gaz. Et la biodiversité aussi, les écosystèmes vont jouer des rôles essentiels pour la production d'eau de surface ou des eaux souterraines qui vont être utiles au refroidissement des centrales nucléaires, par exemple en Belgique. C'est le principal usage des eaux de nos rivières. 80% de l'eau utilisée, c'est pour refroidir les centrales, mais il y a aussi un avenir potentiel, vu le changement climatique, pour l'agriculture. Au niveau des services de régulation, la régulation climatique, donc le stockage de carbone dans les sols et la végétation, est vraiment un rôle important. Cette végétation joue aussi des rôles au niveau climatique, au niveau des paysages ruraux, mais aussi dans les villes où de plus en plus des initiatives de toiture et couverture verte se développent avec pour but de diminuer les différences de température qu'on peut observer dans les villes. Autre service de régulation, c'est le contrôle des pollutions, soit terrestres, ici avec l'installation de bandes enherbées qui vont capter à la fois les résidus de coulées boueuses qui sont chargées en pesticides notamment, ou en azote, pour éviter de polluer les cours d'eau dans cette bande enherbée. Et vous connaissez très certainement les processus de lagunage, la d'épuration naturelle, où c'est aussi la biodiversité qui assure ce service-là de manière significative. La biodiversité peut aussi servir, et les écosystèmes peuvent aussi servir à réguler des événements extrêmes, comme les inondations, avec des zones d'inondation temporaires,
avec l'installation de haies, par exemple dans les haies, pour limiter l'érosion, ou le stockage à la source, avec la création de zones humides en amont pour éviter des inondations lorsqu'il pleut et réguler les niveaux d'étiage des différents cours d'eau tout au cours de l'année. On a évidemment les processus biologiques, hein, tout le monde connaît la pollinisation, on oublie parfois aussi le transport de graines, et puis le contrôle biologique qui est devenu important, notamment en agriculture, puisqu'on est censé diminuer l'usage des pesticides de plus de 50% pour 2030. Enfin, les services culturels. Je crois que vous avez tous, faites tous attention quand vous avez choisi votre maison, les endroits où vous vivez, à l'environnement dans lequel cette maison existe. Donc, vous faites attention à la présence de verre dans le paysage. On développe aussi des logiques de développement d'espaces verts de plus en plus importants dans les villes. On récupère ces espaces de friches, par exemple, pour les mettre en valeur au niveau culturel. Et il y a évidemment toutes les activités de loisirs qui se font plutôt dans des paysages agréables que dans des paysages urbains, par exemple. La nature est aussi une source d'expérience particulière, d'interaction, soit en termes d'observation, comme le brame du cerf, ou de classe verte. À un certain moment de votre vie, j'imagine que vous avez tous aussi passé une semaine en classe verte, une classe de montagne, une classe de mer à un moment donné de votre formation. Il y a évidemment aussi tout le support scientifique que la biodiversité peut apporter. La biodiversité est aussi une source d'inspiration au niveau culturel et artistique, de manière très importante, ainsi que dans la réalisation, par exemple, de documentaires. Et enfin, dernière catégorie, ce sont toutes les valeurs plutôt d'existence, les valeurs symboliques, d'héritage, qui peuvent être associées aussi à la biodiversité, à des moments particuliers passés avec d'autres dans la nature. Alors, vous voyez qu'on a là un répertoire assez différent, assez complexe, assez diversifié de tous les services, des interactions qu'on a de manière indirecte et directe avec la nature. Et il ne faut pas oublier d'autres enjeux, par exemple du biomimétisme. J'ai aussi vu, c'était aussi dans la note prévue proposée par l'Union wallonne des entreprises, cette logique où un ingénieur japonais qui était aussi ornithologue a résolu un problème qui était très, très prégnant dans les voies ferrées au Japon. Il y a beaucoup de montagnes, donc beaucoup de tunnels. Il a travaillé sur la base de la morphologie du bec du martin pêcheur ils ont inventé de nouveaux trains qui causent beaucoup moins de problèmes, ils peuvent rouler beaucoup plus vite et des gains d'énergie très importants maintenant au Japon, rien qu'en s'inspirant de la forme du bec de la nature. Vous connaissez tous le velcro, velours crochet, c'est l'inspiration d'un ingénieur suisse de la Bardane, plante qui s'accroche, le plaque madame, comme on dit en Wallonie, mais aussi les nappes imperméables, qui sont inspirées de la structure du lotus. Donc la nature, il y a des tas d'exemples de biomimétisme, à la fois de structure, mais aussi en termes de fonctionnement, qui peuvent être mobilisés. Donc la biodiversité non seulement nous sert directement, mais c'est aussi une assurance pour le futur en termes de services futurs très importants. Et donc, si on reprend un peu ce graphique qu'on appelle, nous, la cascade de production des services écosystémiques, si on veut vraiment prendre en compte les services écosystémiques, on doit pouvoir essayer de les mesurer. Généralement, nous, on utilise trois grandes catégories. Une évaluation qui est plutôt biophysique, on va mesurer la quantité de services qui est réalisée. Ensuite, on essaye de développer de plus en plus des approches qui sont sociales, où on demande aux différents acteurs concernés par un projet l'importance qu'ils accordent aux différents services. Et puis, on fait aussi des évaluations économiques quantitatives très précises pour évaluer ces services écosystémiques. On est donc vraiment dans une logique avec ces approches de services de découpage, avec cette logique de cascade, de découpage des impacts qu'une culture intensive peut avoir sur les différentes fonctions, sur les différents services, sur les différents bénéfices et les différentes valeurs qu'un bénéficiaire peut obtenir. Alors, d'habitude, on regarde ça de cette manière-là. Mais on oublie très souvent que quand on est dans une logique de production intensive, avec des intrants, une production d'énergie intensive, on a aussi des impacts sur la qualité de l'eau, sur l'érosion, sur les inondations. On a des sols qui sont déstructurés. Donc, clairement, on va avoir des pollutions des aquifères, des inondations, des problèmes de santé, des problèmes de liberté, de perte de liberté de choix. Et donc,
parce que les écosystèmes sont dégradés, on ne peut plus y faire ce qu'on veut. On a du coup des coûts d'épuration, des coûts liés à la destruction de certains milieux naturels, le dragage, quand on doit draguer les fonds des cours d'eau pour récupérer les matières qui ont été érodées, et donc des pertes de capitaux qui sont relativement importantes pour tous les utilisateurs du paysage. Donc derrière des bénéfices individuels, on a toute une série de coûts cachés qui vont être généralement, on va essayer de tenter de les mutualiser. Et donc, dans ces logiques-là, c'est là qu'on va se retrouver avec cette logique de conflit, de perte de cohésion sociale entre un agriculteur, par exemple, très intensif dans un paysage rural et les personnes, les utilisateurs de ces paysages. Si on travaille avec une logique plutôt de, non plus de culture intensive, mais de prairie, alors là, on a, avec le même schéma, quand on essaye de découper ainsi les flux, le fait d'avoir des prairies pour produire de la viande, par exemple, on a un impact positif sur l'eau potable, on a un impact positif sur l'érosion, le stockage de carbone, sur la qualité de l'eau, sur la régulation des inondations. On a un cadre de vie, une identité culturelle qui est positif. On a aussi un impact intéressant sur la biodiversité, avec des prairies, en tout cas quand elles sont diversifiées. Donc là, on a toute une série de bénéfices qui sont positifs pour tous les utilisateurs du paysage et a priori une bien meilleure cohésion sociale. Alors, si je continue avec ce type de schéma, c'est des schémas un peu caricaturaux, mais ils montrent bien comment est-ce qu'on décrypte les relations que l'on peut avoir entre les différents acteurs d'un paysage à travers les enjeux de biodiversité. Si on fait de la production en étable, donc là aussi, on a l'agriculteur qui va bénéficier de manière très importante de cette production intensive. Mais dès qu'on est dans des étables, on a du lisier, on a de la production d'ammoniac dans l'air, donc on a des impacts sur l'eau potable et le climat. Et donc, ça va impacter les utilisateurs du paysage direct. Mais comme ces vaches sont aussi nourries d'une manière ou d'une autre par des cultures intensives, et ces cultures intensives viennent parfois de très loin, 75% du bétail wallon est nourri à partir des sojas qui sont récoltés en Amérique du Sud. Tous ces modes de production ont un impact négatif sur les écosystèmes et donc un impact négatif sur l'ensemble de la société. Et quand en plus ces productions sont délocalisées, ça peut concerner beaucoup de monde. Et donc on va se retrouver aussi avec ce type de production, avec des problèmes de cohésion sociale à l'échelle d'un territoire. Or, quand nous on achète un morceau de viande dans une grande surface, par exemple, ou chez le boucher, on paye exactement le même prix. On n'a pas, derrière le prix que l'on paye, derrière le morceau de viande, on ne sait pas s'il a été produit de cette manière-là ou de cette manière-là, en stabulation ou en étable. Or, les deux modes de production ont eu des impacts totalement différents sur l'ensemble des écosystèmes et donc sur la société. Alors, beaucoup de questions se posent. Est-ce qu'on doit financer de manière complémentaire l'agriculteur qui produit en prairie? Ça peut être une des options. Est-ce que doit par contre faire intégrer dans les coûts de production ici les coûts que la société assure, que ce soit le producteur des problèmes qui assure lui-même à la source la prise en compte? Est-ce qu'on doit remettre à plat complètement finalement les relations qu'on a avec les agriculteurs, le contrat social qu'on en a avec les agriculteurs? C'est toutes des questions qui sont générées par ces analyses de type de service, où on a cette balance, mais ça marche pour les agriculteurs, ça marche aussi pour beaucoup de secteurs économiques finalement, cette balance entre les intérêts individuels qui sont liés à des services de production, qui rapportent directement, et des intérêts qui sont plutôt collectifs. Cette balance entre intérêts collectifs et individuels est vraiment essentielle. Alors, non seulement donc, la biodiversité est très importante pour produire des services, mais elle est aussi en fait tout à fait au cœur des interactions entre les différents acteurs d'un paysage. Elle intervient à deux niveaux. Donc, quand on veut vraiment, si on voulait vraiment développer le patrimoine naturel et le patrimoine, transformer finalement ce patrimoine naturel en cette logique de capital naturel, ben, ce n'est pas très compliqué. On a vraiment des enjeux importants, une forte demande touristique. Du coup, si on arrête de produire là où ça ne rapporte pas, on a une meilleure rentabilité de la production, on assure une meilleure résilience du fonctionnement des écosystèmes en limitant toutes les activités qui sont exclusives. On va développer des services positifs de la biodiversité, on va arrêter de l'avoir de manière négative et ça permet de développer aussi des ressources. Un vrai secteur économique, en fait, peut dépendre de ce type de revenus alternatifs. Donc, il y a des impacts économiques, des impacts sociaux et puis des impacts écologiques positifs.
Alors, quel rôle les entreprises peuvent avoir pour la biodiversité? Ben, en fait, vous avez une excellente publication, je ne vais pas trop m'attarder dessus, je vais juste demander de la lire. Il y a évidemment des actions sur les activités de l'entreprise. Alors là, il y a beaucoup de choses qui se sont développées, notamment liées au cycle de vie des différents produits en termes d'empreinte sur l'eau, l'empreinte carbone, l'empreinte écologique en général. Mais en fait, c'est beaucoup plus rarement sur la biodiversité. En tout cas, moi, je connais peu d'études qui se sont concentrées là-dessus. Ça vaudrait peut-être la peine de pouvoir en développer. Je vais en parler juste après. Les analyses sur la durabilité aussi des processus et des systèmes de production qui sont réalisés avec les mêmes éléments, mais on y rajoute généralement les objectifs de développement durable, mais aussi peu d'impact sur la biodiversité. Et puis, il y a des entreprises qui se retrouvent avec des processus de production qui sont difficilement améliorables, donc ils ne peuvent pas éviter les problèmes, ils ne peuvent pas non plus les réduire, mais ils essayent alors de les compenser par des investissements spécifiques. L'impact, ben là, au niveau social, intellectuel, stratégique, certainement, de manière à anticiper des problèmes futurs en termes de communication pour mieux vendre ces produits, pour préparer les transitions éventuellement, c'est vraiment très intéressant. Et au niveau biologique, mais c'est moins évident parce que beaucoup de ces enjeux-là concernent des problèmes d'environnement, pas nécessairement des problèmes de biodiversité. Et l'environnement, ce n'est pas la biodiversité. Il ne faut pas confondre l'un et l'autre. Ils sont en interaction, mais ce n'est pas la même chose. Maintenant, le rôle où les entreprises peuvent être plus efficaces, c'est sur les rôles et impacts qu'elles peuvent avoir de manière externe, en dehors du domaine spécifique de l'entreprise, du bâtiment ou des processus de production, pour réfléchir un peu sur l'impact qu'elles peuvent avoir sur les paysages, sur les utilisateurs de ces paysages, à travers ce qu'elles mobilisent ou ce qu'elles produisent dans les processus de production. Alors ici, on a un exemple actuellement, d'ailleurs, qui fait un peu l'actualité. On a donc un gros producteur, pas un producteur, un intégrateur, un patatier, comme on les appelle, qui vont récolter les pommes de terre pour faire des frites surgelées, et les exporter. 80% des frites récoltées en Wallonie, des pommes de terre récoltées en Wallonie sont exportées sous forme de frites surgelées. Et on peut vraiment se poser de questions, parce que c'est une culture qui est payée, qui est la culture qui rapporte le plus en fait aux agriculteurs, donc il y a une forte propension à sélectionner cette culture-ci. Je suis étonné, ce printemps, il y a des cultures de pommes de terre partout, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, depuis une quinzaine de jours, on voit les champs de patates qui ont été mis en forme partout. Or, c'est une des cultures qui a un impact extrêmement négatif sur l'environnement. Il y a 14 à 15 traitements phytosanitaires, ça détruit les sols, on a des problèmes de coulées boueuses à la moindre pluie. Et donc là, on est vraiment dans une logique où un entrepreneur, quelque part, va soutenir une production agricole qui a des impacts très importants, toute une série de coûts qui sont actuellement mutualisés et pris en compte par la société. Et là, je ne prends pas en plus les problèmes que cette exportation pose à l'étranger, puisque notamment en Amérique du Sud, d'où la patate est d'origine, aucun des producteurs paysans locaux n'est capable de produire les patates au prix où elle est produite en Wallonie, donc même transformée sous forme de frites surgelées. Et donc, on se retrouve dans des impacts qui dépassent très largement ce qui peut se passer au niveau de production en Wallonie à travers les impacts sur la société, là où ces produits sont vendus. Ça vaut la peine aussi de réfléchir, ces impacts sociaux, éthiques, évidemment. Un autre enjeu, c'est au niveau des entreprises. Certaines sont consommatrices de ressources biologiques, mais elles participent peu finalement à la production. Par exemple, ici, la production de bois. On n'a pas d'entreprise en Wallonie, ça se fait dans d'autres pays, aux États-Unis, au Canada, dans les pays du Nord. Les entreprises qui consomment du bois contribuent aussi à travers des subventions, une contribution des subventions publiques, contribuent aussi au renouvellement de la ressource. C'est quelque chose qui pourrait être aussi, de manière un peu plus générique, généralisé à différents types de mobilisation de ressources. On pourrait aussi voir les entreprises qui, à travers les choix de vente qu'elles vont faire, vont soutenir des filières de production plus alternatives ou qui sont plus à la marge, qui sont plus difficiles à être rentables. On voit bien le développement du bio depuis une dizaine d'années dans les grandes surfaces. Ça a favorisé tout le secteur bio, mais ça l'a aussi déstructurer ou restructurer, je ne sais pas trop ce qu'on doit dire, on est parfois aussi dans une logique de production bio extrêmement intensive, et le bio, par exemple, ce n'est qu'un des modes de production durable. Enfin, il y en a d'autres qui pourraient être encore beaucoup plus efficaces. Le bio a absolument besoin de labour, par exemple, labour de prairies permanentes, de prairies temporaires, dans les systèmes de production intensifs, alors que le labour a un impact extrêmement important sur le fonctionnement des sols et la biodiversité. Et qu'il y a des agriculteurs qui essayent de combiner labour et pas de pesticides ou très peu de pesticides. Donc, comment soutenir aussi ces modes de production? Donc, les choix qu'une entreprise fait
dans une filière particulière, ça a nécessairement un impact sur les paysages en amont. Il faut en être conscient. Et des impacts qui peuvent être extrêmement importants. Ils peuvent être aussi des facteurs déclencheurs, faciliter une transition qui n'existe pas parce qu'il n'y a pas de marché. En termes, sur le long de la chaîne de valeur, les entreprises ont aussi une responsabilité d'orienter finalement certains types d'économies. Elles peuvent aussi avoir une logique d'investissement et de recherche, développement de recherche pour remplacer notamment des produits qui dépendent de ressources naturelles fossiles, biologiques fossiles, mais aussi de ressources naturelles physiques, minérales, de remplacer cette consommation de ressources qui sont non renouvelables par des ressources biologiques. Et là, il y a toute une série, un développement de recherche assez important. En France, en Wallonie, il y a ce label produits biosourcés qui se développe, qui peut être aussi des actions extrêmement intéressantes que les entreprises peuvent faire pour inclure dans leur processus de production beaucoup plus de biodiversité. On parle très souvent au niveau politique qu'il faut absolument décarboner l'économie. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut la carboner un maximum, mais avec du carbone vivant, pas du carbone fossile. Enfin, je travaille dans une université où on a beaucoup de problèmes à trouver et à mobiliser des fonds pour développer et suivre des protocoles de recherche à long terme sur d'autres manières de produire de la biomasse. Donc, tous nos écosystèmes, que ce soit en forêt ou surtout en agriculture intensive, ils ont été totalement stérilisés. Si on veut travailler avec beaucoup plus de biodiversité à l'avenir, ben, il faut qu'on puisse orienter les agriculteurs pour gérer cette biodiversité, avoir moins de problèmes de ravageurs. La biodiversité n'est pas toujours positive, on peut avoir des impacts négatifs. Donc, comment est-ce qu'on leur apprend à gérer des ravageurs, par exemple, ou des pestes, comme des moisissures ou des champignons, dans des systèmes où on essaye d'éviter le labour, d'éviter les pesticides, alors qu'on ne sait pas du tout comment fonctionnent ces systèmes qui sont beaucoup plus biologiques. Donc là, un investissement dans les projets de recherche, je rappelle qu'un thésard, une thèse de doctorat à un an, ça coûte à peine 40 000 €. Un technicien qui est capable de faire des reconnaissances et des inventaires taxonomiques, c'est 40 000 € par an. Ce sont des systèmes qui sont ce sont des ressources dont on ne dispose que très peu, de manière épisodique actuellement, pour pouvoir développer ces recherches. Et là, il y a un gros effort à faire des entreprises, finalement, pour préparer le futur de maintien des ressources. Et enfin, bon, il y a d'autres options, mais en réfléchissant un peu, en faisant un peu une analyse de la littérature de tout ce qui peut se faire, quand on est dans des logiques de compensation, parce qu'on est bloqué à travers les systèmes de production et des choix que l'on peut faire, quitte à compenser, autant éviter les dérives potentielles qui vont maximiser un seul service écosystémique, comme la production, il y a beaucoup de sociétés qui proposent de produire, de compenser des dépenses de transport par des compensations carbone, en soutenant plutôt des projets qui vont gérer de manière beaucoup plus intégrée, beaucoup plus globale, les paysages, pour ne pas privilégier un seul service, le service de stockage de carbone, mais tous les services et une gestion qui va servir à tous les utilisateurs des paysages. On a un projet là qu'on soutient depuis quelques années, le projet Nassonia, forêt différente, gestion totalement différente de ce qui se fait d'habitude sur le plateau de Saint-Hubert, mais il y a d'autres projets qui se développent. Mais tous ces projets ont besoin de soutien pour pouvoir passer cette phase de démarrage qui est toujours difficile quand on veut inventer du nouveau. Donc, dernière diapo, c'est que le patrimoine naturel, finalement, il faut vraiment le comprendre, et je m'adresse ici à des entrepreneurs, un vrai capital naturel, au sens propre. Et face à tous les changements auxquels nous devons faire face, et cette DIA existait avant qu'on parle du Covid, donc je la trouve particulièrement d'actualité maintenant, face aux changements globaux, il est vraiment nécessaire de modifier nos comportements, parce que sinon, si on continue comme avant, on va subir des situations qui sont oppressantes, et là, on vient de l'expérimenter en vrai pendant longtemps et de manière durable, parce que ce n'est pas fini, le problème du Covid. Soit on anticipe en laissant un peu plus de liberté les fonctionnements aux écosystèmes, mais aussi aux sociosystèmes, toutes les personnes qui gèrent, qui travaillent et qui produisent cette biodiversité. Et alors, on va pouvoir avoir des libertés de choix, des adaptations qui sont de nos comportements qui sont les plus supportables et qui tiennent compte d'autres enjeux qu'uniquement la survie, par exemple, dans le cas présent avec les problèmes de Covid. Un autre enjeu important, en général, c'est vraiment développer des approches qui sont beaucoup plus systémiques. Global, dézoomé, c'est vraiment très important au niveau des entreprises, et que ces approches doivent aussi essayer d'avoir comme objectif la valorisation des processus internes et externes, qui sont bien différentes des processus d'optimisation basiques, des coûts internes de production qu'on peut avoir dans certaines sociétés, et pour développer aussi la capacité d'adaptation. Il faut beaucoup plus de souplesse et d'agilité dans l'entreprise.
pour ça, la biodiversité peut nous aider si on arrive à travailler avec de manière beaucoup plus intéressante. Et enfin, quand on est dans des logiques de processus qui ont des externalités négatives ou qui génèrent des externalités positives, il faut vraiment pouvoir prendre en compte ces coûts, positifs ou négatifs, dans les coûts d'un produit, dans la manière dont on vend un produit, dont on peut valoriser les différents services écosystémiques. Il y a peu de pratiques pour l'instant, parce que c'est les coûts du marché individuels qui sont souvent mis en avant, mais toute une série de bénéfices indirects qui devraient pouvoir reconnus. Et être aussi peut-être un peu plus positif vis-à-vis d'un certain nombre de règles. Je sais que le monde d'entreprise se plaint très souvent d'avoir beaucoup de règles environnementales, biologiques par exemple, en dehors des règles administratives à suivre. Mais plus de règles, c'est aussi une manière de réguler les usages que l'on fait des paysages. Ça permet de mettre tout le monde un peu devant la même règle de concurrence et que certains ne profitent pas nécessairement davantage en particulier. En résumé, plus de liberté, de choix futurs, ça dépend vraiment de plus de biodiversité. Voilà, j'ai terminé ma petite introduction sur ce sujet extrêmement vaste.